Ma femme m'a refusé toute intimité tous les jours après notre mariage pendant 2 mois. Quand je l'ai confrontée, elle a dit « Mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit ». Alors, j'ai déposé une demande d'annulation de mariage devant le tribunal. Ce qui s'est passé ensuite était plutôt inattendu. Les 187 appels manqués de ma femme. Alors, voici l'histoire. Je m'appelle Marcus Hale. J'ai 36 ans, et je pensais sincèrement avoir tiré le gros lot quand j'ai épousé Clara. Ouais, je sais ce que vous pensez. Oh, super. Encore une histoire larmoyante d'un mec d'âge moyen qui n'arrive pas à comprendre les femmes. Mais écoutez-moi, car ce n'est pas votre histoire typique de « ma femme ne me comprend pas », que vous trouveriez gribouillé sur un forum Reddit à 2 heures du matin. Le mariage sortait tout droit d'un putain de conte de fées, et je ne suis même pas sarcastique pour une fois. Imaginez ça. Clara était absolument magnifique dans cette robe blanche fluide qui a probablement coûté plus cher que ma première voiture. Le lieu était ce magnifique complexe hôtelier au bord d'un lac qui faisait passer les stories Instagram de tout le monde pour des photographies professionnelles. Et tout l'événement était rempli de plus de rires et de larmes de joie qu'un marathon de comédie romantique. Bon sang, même mon esprit cynique a eu la gorge nouée quand je l'ai vu descendre l'allée. Les promesses que nous nous sommes faites semblaient réelles, vous savez ? Comme si nous construisions réellement quelque chose de solide ensemble, quelque chose qui durerait plus longtemps qu'une tendance TikTok. Je croyais sincèrement que l'intimité suivrait naturellement après que nous nous soyons dit « oui ». Appelez-moi vieux jeu ou autre, mais je pensais que c'était comme ça que fonctionnait le mariage. Vous vous aimez. Vous vous engagez l'un envers l'autre. Et puis vous vous connectez réellement, vous savez, à tous les niveaux. Physique, émotionnel, spirituel, la totale. Je veux dire, nous étions ensemble depuis 2 ans avant de nous passer la bague au doigt. Et bien que nous ayons gardé les choses assez traditionnelles en termes d'attente, il y avait définitivement une alchimie entre nous. Le genre qui me faisait penser que notre lune de miel allait être absolument incroyable. Mais, oh mon Dieu, j'allais avoir un réveil brutal qui ferait passer une douche froide pour des vacances sous les tropiques. 2 mois, 61 jours pour être exact, parce que ouais, je tenais le compte comme un adolescent désespéré. Chaque nuit, Clara trouvait une nouvelle façon créative d'éviter tout contact physique. Et je ne parle pas seulement de sexe ici. Je parle de tout. Pas de main tenue, pas de câlin sur le canapé pendant les marathons Netflix, pas de baiser spontané dans la cuisine en préparant le café. Rien. Que dalle. Nada. Je suis fatigué, est devenue son excuse de prédilection, livrée avec le même enthousiasme que la plupart des gens réservent à la lecture de polices d'assurance. Ou bien elle sortait le coup classique de faire semblant de s'endormir en faisant défiler son téléphone, ce qui est honnêtement impressionnant vu comment elle réussissait à dormir malgré l'éclat lumineux de l'écran, mais se réveillait instantanément si je changeais de position de mon côté du lit. Au début, j'ai joué le rôle du mari compréhensif à la perfection. Je veux dire, s'adapter à la vie conjugale peut être difficile, n'est-ce pas ? Peut-être qu'elle était stressée par le travail, qu'elle redescendait à peine du chaos de l'organisation du mariage, ou qu'elle gérait un drame familial dont je n'étais pas au courant. Je me suis convaincu que la patience était la clé ici, que forcer les choses ne ferait qu'empirer la situation. Alors, j'ai attendu et encore attendu comme un idiot faisant la queue devant un restaurant manifestement fermé depuis des heures. Mais, à mesure que les semaines s'écoulaient à la vitesse de la bureaucratie gouvernementale, ma patience a commencé à se transformer en confusion, qui a ensuite évolué en ce sentiment amer et rongeant que quelque chose n'allait fondamentalement pas dans notre mariage. Je restais éveillé la nuit à fixer le plafond et à me demander ce que j'avais bien pu faire de mal. N'étais-je pas assez séduisant ? Pas assez romantique ? Avais-je une sorte de mauvaise odeur corporelle tueuse de mariage qui ne s'activait qu'après avoir prononcé nos vœux ? Le pire, c'était de voir Clara agir de façon tout à fait normale dans tous les autres aspects de notre relation. Elle discutait avec moi de sa journée, riait de mes blagues nulles, et planifiait même des activités pour le week-end ensemble. Mais à l'instant où quoi que ce soit pouvait mener à une intimité physique, c'était comme si elle activait un champ de force invisible plus vite qu'on ne pourrait dire « tue l'amour ». Au bout de 2 mois, je devenais légèrement fou. Pas le genre de folie amusante où l'on commence à collectionner les capsules de bouteilles vintage ou à apprendre à jongler avec des torches enflammées, mais le genre qui vous broie l'âme. Où vous remettez en question votre existence entière et vous demandez si vous êtes le problème dans chaque équation. À la nuit numéro 60, j'ai enfin trouvé le courage d'avoir la conversation. Vous savez laquelle ?
La discussion sur la relation que chaque mec redoute plus qu'un traitement de canal effectué par un dentiste aux yeux bandés. J'ai attendu que nous soyons tous les deux au lit, la chambre plongée dans le noir à l'exception de l'agaçante lueur bleue de l'écran de son téléphone, et j'ai pris une grande inspiration qui m'a semblé pouvoir être la dernière. Clara, ai-je dit, et ma voix a déraillé comme si je traversais à nouveau la puberté. Le truc, c'est qu'elle ne déraillait pas de colère ou de frustration. Elle déraillait de douleur pure et sans mélange. Ça fait 2 mois qu'on est mariés maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas touché une seule fois? Pas une seule fois. Je m'attendais à ce qu'elle se mette sur la défensive, qu'elle pleure peut-être un peu, ou du moins qu'elle montre une sorte d'émotion indiquant qu'elle en avait à foutre de mes sentiments. Ce que j'ai eu à la place, c'est une réponse si froide qu'elle aurait pu geler instantanément un feu de joie. Elle n'a même pas posé son téléphone. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a simplement livré sa réponse avec le même ton qu'elle aurait utilisé pour dire à un démarcheur téléphonique qu'elle n'était pas intéressée. Mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit. Et c'est là que je l'ai ressenti. Quelque chose en moi ne s'est pas juste fissuré. Ça s'est complètement brisé en 1 million de petits morceaux que je savais ne jamais pouvoir recoller. Ce n'était pas la femme dont j'étais tombé amoureux. Ce n'était pas la femme qui avait promis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir à peine 60 jours plus tôt. C'était une étrangère portant le visage de ma femme, livrant une réplique qui semblait tout droit sortie d'un manifeste féministe tordu conçu pour détruire les mariages. Cette nuit-là, allongée dans l'obscurité pendant que Clara retournait scroller sur les mêmes conneries insensées des réseaux sociaux, plus importantes que son mari, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais mettre fin à ce simulacre de mariage avant qu'il n'empoisonne complètement ce qu'il restait de mon âme. Entrer dans ce tribunal, c'était comme mettre les pieds dans une réalité alternative tordue où tout ce que je pensais savoir sur ma vie allait être mis sens dessus dessous et secoué comme une boule à neige manipulée par un tout petit trop enthousiaste. Mes pas étaient calmes et mesurés. J'avais répété cette marche dans ma tête environ 1 millier de fois au cours des dernières semaines, mais ma poitrine semblait porter le poids de chaque nuit sans sommeil, de chaque avance rejetée et de chaque moment destructeur de l'âme de ces 2 derniers mois. Le tribunal lui-même était exactement ce qu'on peut attendre de l'architecture gouvernementale. Stérile, intimidant et conçu pour vous faire sentir que vous êtes sur le point de passer à la moulinette bureaucratique. Le genre d'endroit où l'espoir va mourir aux côtés de votre foi dans le système judiciaire américain. Mais, au moins l'éclairage fluorescent faisait des merveilles pour le teint de tout le monde. Et par merveille, je veux dire qu'ils nous faisaient tous ressembler à des figurants d'un film d'apocalypse zombie. Clara, bien sûr, est arrivée en retard avec élégance parce qu'apparemment, même les procédures de divorce n'étaient qu'une occasion de plus pour elle de faire une entrée dramatique. Elle est entrée en se pavanant, vêtue d'un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, ayant l'air de sortir d'une publicité pour un cabinet d'avocats haut de gamme. La femme a eu l'audace de s'envelopper dans un tissu hors de prix et d'agir comme si elle était la victime de tout ce scénario tordu. Je devais admirer son engagement dans la performance, même si cela me donnait envie de rire de manière hystérique ou peut-être juste de crier dans le vide. Au moment où elle est entrée dans cette salle d'audience, elle est immédiatement passée en mode victime à part entière, plus vite qu'un politicien ne change de position pendant la saison électorale. Avant même que le juge ait eu la chance de s'installer correctement, Clara était déjà en train de brosser un tableau élaboré de moi comme une sorte de monstre instable et exigeant avec lequel il était impossible de vivre. Selon son histoire larmoyante conçue par des experts, j'étais apparemment ce mari contrôlant qui faisait des demandes déraisonnables et créait un environnement familial hostile qui ferait passer une prison à sécurité maximale pour une maison d'hôte chaleureuse. Elle a parlé du fait que j'étais émotionnellement violent. Et laissez-moi vous dire, celle-là m'a vraiment fait mal parce que c'est une accusation tellement fourre-tout qu'il est impossible de s'en défendre sans paraître sur la défensive. Elle a mentionné mes attentes irréalistes et s'est dépeinte comme cette pauvre femme innocente qui essayait juste de naviguer dans la vie conjugale avec un mari qui avait manifestement de graves problèmes psychologiques. À la façon dont elle le racontait, on aurait cru que j'étais une sorte d'homme des cavernes qui s'attendait à ce qu'elle se plie à chacun de mes caprices pendant que je restais assis à me gratter et à grogner sur mes besoins masculins. Mais voici le truc avec la vérité. Elle a cette fâcheuse habitude d'être persistante, un peu comme ce fameux ami qui continue de vous envoyer des SMS même après que vous ayez clairement mis fin à la conversation. Quand mon tour de parler est arrivé, je me suis levé et j'ai senti un étrange sentiment de calme m'envahir. C'était peut-être parce que j'avais enfin atteint le point où je n'avais absolument plus rien à perdre.
Ou peut-être que c'était parce que je savais que j'allais lâcher des vérités qui feraient s'effondrer la façade soigneusement construite de Clara plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. Votre honneur, ai-je commencé, et ma voix était plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pendant 2 mois entiers de mariage, on m'a refusé non seulement l'intimité physique, mais aussi toute forme d'affection, quelle qu'elle soit. Quand j'ai enfin trouvé le courage de demander à ma femme pourquoi cela arrivait, sa réponse a été, et je cite, « Mon corps, mon choix. Tu n'as aucun droit. Il ne s'agit pas de sexe, votre honneur. Il s'agit de respect, de confiance et du fondement même de ce que le mariage est censé représenter. » J'ai vu le juge se pencher légèrement en avant, manifestement intrigué par cette rupture avec le drame de divorce typique du « parole contre parole » qui remplissait probablement son registre quotidiennement. La salle d'audience, qui bourdonnait du genre de bavardage à voix basse qu'on attend des gens attendant leur tour pour laver leur linge sale en public, est soudainement devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le ventre de quelqu'un gargouiller 3 rangées plus loin. Clara, pendant ce temps, conservait ce petit sourire narquois et suffisant qui était devenu son expression fétiche chaque fois qu'elle pensait gagner une dispute. Vous connaissez ce regard, celui qui dit « Je suis tellement plus intelligente que tous les autres dans cette pièce et vous êtes tous trop stupides pour vous en rendre compte. » C'est la même expression que les gens ont quand ils pensent avoir réussi à manipuler une situation à leur avantage, complètement inconscients du fait que leur château de cartes est sur le point de s'effondrer autour d'eux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de porter le coup de grâce que j'avais gardé pour cet instant précis. Et votre honneur, j'ai la preuve concrète qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être ma femme du tout. Elle avait d'autres plans depuis le tout début, des plans financiers. La satisfaction de voir ce sourire confiant commencer à se fissurer était meilleure que le matin de Noël, gagner au loto et découvrir que sa série télé préférée est renouvelée pour une autre saison, le tout réuni en un seul moment glorieux. Vous pouviez littéralement voir la seconde exacte où Clara a réalisé que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi maligne qu'elle le pensait. Son visage a traversé cette transformation fascinante qui aurait été hilarante si elle n'avait pas été si pathétique. De la confusion, puis de l'inquiétude, puis l'horreur naissante de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il jouait aux échecs pendant que tout le monde est passé à un tout autre jeu. Son avocat, un type à l'allure élégante qui facturait probablement à la minute et qui avait manifestement été pris complètement au dépourvu par cette révélation, a commencé à s'agiter avec ses papiers comme s'il essayait de trouver une faille juridique magique qui ferait disparaître toute cette situation. On pouvait presque le voir calculer mentalement combien valaient ses honoraires par rapport à la part de sa réputation professionnelle qu'il était prêt à risquer pour défendre quelqu'un qui était manifestement sur le point d'être démasqué comme une fraude. L'atmosphère du tribunal a complètement changé à cet instant. Ce qui avait commencé comme une simple procédure de divorce de routine se transformait soudainement en quelque chose de beaucoup plus intéressant et potentiellement criminel. Les gens se tenaient plus droit, les téléphones étaient discrètement sortis pour enregistrer ce qui allait clairement devenir le drame juridique le plus divertissant que quiconque ait jamais vu dans ce paisible tribunal de Motte. La confiance de Clara, qui avait été son armure tout au long de cette épreuve, se fissurait plus vite qu'une peinture bon marché en plein soleil. Elle essayait de garder son sang-froid, mais on pouvait voir son esprit s'emballer, essayant probablement de comprendre exactement ce que je savais et à quel point elle était foutue. La femme qui était entrée dans cette salle d'audience en agissant comme si elle était la maîtresse des lieux regardait soudainement autour d'elle comme un animal acculé cherchant une issue de secours qui n'existait pas. L'heure de vérité était arrivée, et laissez-moi vous dire que c'était plus satisfaisant que de pouvoir enfin éclater ce morceau de papier bulle que vous gardiez ou de voir votre star de télé-réalité la moins préférée se faire virer de l'île. J'ai fait un signe de tête à mon avocat, qui a remis une chemise cartonnée à l'huissier avec le genre de révérence généralement réservé à la manipulation d'anciens artefacts ou de matières nucléaires. Ce dossier contenait des captures d'écran numériques qui allaient transformer le monde de Clara en un cratère fumant, et j'allais savourer chaque seconde de ce spectacle. L'huissier, une femme pragmatique qui avait l'air d'avoir vu défiler dans cette salle d'audience toutes les saveurs possibles de la stupidité humaine, a apporté ces captures d'écran au juge comme si elle livrait la condamnation à mort de quelqu'un, ce qui, d'une certaine manière, était un peu le cas. Le juge a ajusté ses lunettes avec le mouvement habituel de quelqu'un qui a passé des décennies à déchiffrer les que les gens essaient de faire passer pour la vérité dans son tribunal, et a commencé à lire le premier message à haute voix. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je ne l'ai pas épousé par amour. J'avais besoin de sécurité. Une fois que j'aurai accès à ses comptes, il ne sera rien d'autre qu'un tremplin. Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans le comté voisin. C'était le genre de silence qui vous rend soudain conscient de vos propres battements de cœur,
de votre respiration, et du fait que tout le monde dans la pièce venait de réaliser collectivement qu'ils étaient en train d'assister à l'implosion de la vie de quelqu'un en temps réel. La voix du juge avait porté les propres mots de Clara avec une telle clarté qu'il était impossible de les mal interpréter ou de leur trouver une excuse. Je me suis tourné vers Clara, et putain de, la voir perdre toutes ses couleurs était comme regarder une vidéo en accéléré de quelqu'un qui vieillit de 30 ans en 30 secondes. Sa peau est passée de son éclat sain habituel à ce genre de pâleur que l'on voit chez les gens qui viennent de recevoir une très mauvaise nouvelle de leur médecin. La femme confiante et manipulatrice qui était entrée dans cette salle d'audience était rapidement remplacée par quelqu'un qui avait l'air de venir de réaliser qu'elle se tenait au milieu d'un champ de mine avec des chaussures de claquettes. Mais le juge n'avait pas fini. Oh, non. Il ne faisait que s'échauffer, et apparemment ma chère femme lui avait fourni beaucoup de matière pour travailler. Le message suivant a frappé la salle d'audience comme une bombe verbale qui a fait ressembler le premier à une douce tape affectueuse. 2 mois de rejet vont l'affaiblir. Il sera désespéré quand je ferai pression pour prendre le contrôle financier. Des halètements ont parcouru le tribunal comme une vague d'horreur collective mêlée de fascination morbide. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage qui avait mal tourné. Il s'agissait d'une manipulation calculée qui avait été planifiée depuis le tout début. Les gens assis sur ces bancs en bois inconfortables n'assistaient pas seulement à un divorce. Ils étaient aux premières loges pour assister au démasquage complet de quelqu'un qui avait transformé le mariage en une escroquerie à long terme. La bouche de Clara s'ouvrait et se fermait comme un poisson qu'on aurait sorti de l'eau et qui essayait désespérément de comprendre comment respirer de l'air. La femme qui avait toujours une réplique rapide, une esquive astucieuse ou un mensonge parfaitement élaboré prêt à être déployé était soudainement sans voix. C'était honnêtement fascinant de voir quelqu'un qui avait construit toute son existence autour de la manipulation réaliser qu'elle avait finalement été manipulée à son tour. Son avocat avait l'air de se demander sérieusement si son diplôme de droit n'était pas livré avec une sorte de garantie qui lui permettrait de le rendre et de se lancer dans une profession moins destructrice pour l'âme. Le pauvre bougre fouillait dans ses papiers avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui essaie de trouver une bouée de sauvetage sur un navire en train de couler, mais il n'y a pas de précédent juridique pour défendre quelqu'un contre ses propres messages textes stupidement compromettants. Puis Clara a retrouvé sa voix, et ce qui en est sorti était exactement le genre de contrôle des dégâts pathétiques qu'on attend de quelqu'un dont le plan machiavélique vient d'être exposé au monde entier. Elle a commencé à balbutier quelque chose sur le fait que ce n'était que des blagues entre amis, que tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas quand il a besoin de se défouler, que je sortais tout de son contexte et que j'étais vindicatif. Sa voix devenait plus aiguë et plus frénétique à chaque mot, comme un moteur de voiture qui a été poussé bien au-delà de ses limites et qui est sur le point d'exploser de façon spectaculaire. « Votre honneur » a-t-elle dit, sa voix se brisant comme de la glace fine sous pression. Ces messages sont sortis de leur contexte. Les femmes disent des choses à leurs amis quand elles sont frustrées, qu'elles ne pensent pas vraiment. C'est juste. Ce sont juste des discussions de filles. Nous étions juste en train de relâcher la pression. Et mon mari utilise des conversations privées pour me faire passer pour une sorte de monstre. Le désespoir dans sa voix était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau et le servir pour le dîner. Elle balançait toutes les excuses possibles qui lui passaient par la tête, en espérant que quelque chose, n'importe quoi, collerait assez longtemps pour créer un doute raisonnable. Mais voilà le truc avec les preuves numériques. Elle se fiche pas mal de vos sentiments ou de vos tentatives désespérées de recadrer la réalité. Le juge la regarda avec ce genre d'expression que les juges perfectionnent probablement au fil des années à traiter avec des gens qui pensent pouvoir s'en sortir avec des paroles. C'était un regard qui disait « J'ai entendu toutes les excuses possibles, et la vôtre n'atteint même pas le niveau des notes de bas de page. » Il a brandi les documents contenant ces messages comme s'ils étaient la pièce à conviction à dans un procès pour meurtre. « Madame Hale » a-t-il dit, et la façon dont il a insisté sur le « Madame » donnait l'impression qu'il se demandait si elle méritait seulement de porter mon nom de famille. Ces messages montrent une préméditation claire et une intention de frauder. Il détaille un plan spécifique pour manipuler votre mari émotionnellement et financièrement. Ce ne sont pas des discussions de filles. C'est la preuve d'une fraude au mariage. La salle d'audience bourdonnait maintenant de l'énergie que l'on ressent quand les gens réalisent qu'ils sont témoins de quelque chose dont on parlera pendant des années. Les téléphones portables sont apparus discrètement, alors que les gens essayaient de capturer ce moment pour leurs réseaux sociaux, car apparemment, même la destruction totale de la vie de quelqu'un doit être partagée sur Internet. Clara regardait autour de la salle d'audience comme si elle cherchait quelqu'un, n'importe qui pourrait croire à ces explications de plus en plus ridicules. Mais le truc avec la vérité,
c'est qu'elle a cette fâcheuse habitude d'être sacrément évidente une fois qu'elle est étalée noir sur blanc. Ses propres mots la condamnaient plus efficacement qu'aucun avocat n'aurait pu le faire. Sa confiance, qui avait été son arme principale tout au long de notre relation, était maintenant complètement anéantie. La femme qui avait toujours eu 3 longueurs d'avance sur tout le monde avait finalement été prise au dépourvu, et la regarder réaliser qu'elle n'avait absolument aucune issue pour s'en sortir était plus satisfaisant que je ne l'avais jamais imaginé. Vous connaissez ce sentiment quand vous jouez au poker et que vous gardez une quinte flush royale pendant que tout le monde se prend pour des as avec leurs mains médiocres? C'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant Clara se tortiller dans son tailleur de créateur, essayant désespérément de convaincre le juge que ces SMS n'étaient que d'innocentes discussions de filles. La femme fondait pratiquement plus vite qu'une glace sur un trottoir de Phoenix en juillet, mais je n'en avais pas fini avec elle. Pas du tout. J'avais encore une carte à jouer, et celle-ci allait être la qui anéantirait complètement toute chance qu'elle avait de se sortir de ce naufrage avec le moindre centime en poche. La belle ironie de tout cela, c'est que Clara m'avait pratiquement tendu l'arme dont j'avais besoin pour la détruire. Elle avait été tellement impatiente de me faire tout signer rapidement qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire ce qu'elle me faisait accepter. Enfouée dans nos papiers de mariage, cachés parmi toutes les légales standards que la plupart des gens parcourent comme s'ils acceptaient les conditions générales d'iTunes, se trouvait un petit addenda que Clara m'avait pressé de signer juste avant notre mariage. À l'époque, elle avait fait passer ça pour une simple formalité juridique ennuyeuse sur laquelle l'avocat de sa famille avait insisté. Vous savez, le genre de paperasse fastidieuse qui vous donne le regard vitreux et vous donne envie de signer n'importe quoi pour passer à autre chose. C'est juste des trucs standards, avait-elle dit avec ce doux sourire qui, je le réalisais maintenant, était à peu près aussi authentique qu'un billet de 3 $. L'avocat de mes parents est super paranoïaque quant à la protection du patrimoine familial. Tu sais comment sont les avocats. Ils rendent tout beaucoup plus compliqué que ça ne devrait l'être. Elle en avait ri comme si ce n'était qu'une autre responsabilité d'adulte ennuyeuse à gérer, comme de faire sa déclaration d'impôt ou de se souvenir de faire la vidange de la voiture. Mais voici ce qu'il faut savoir sur moi. Je suis peut-être confiant, mais je ne suis pas complètement stupide. Quelque chose dans la façon dont elle me pressait tout au long du processus de signature me semblait bizarre. Comme quand un vendeur de voitures d'occasion n'arrête pas d'essayer de vous pousser à prendre une décision avant que vous ne puissiez trop réfléchir à la nécessité de cette extension de garantie. J'avais donc discrètement apporté une copie de cet addenda à mon propre avocat quelques semaines avant le mariage, juste pour m'assurer que je n'étais pas accidentellement en train de céder mon premier-né ou d'accepter de lui donner mon rein si jamais elle en avait besoin. Mon avocat, un gars brillant nommé Davison qui facturait alors mais qui valait chaque centime, l'avait lu avec le genre d'attention minutieuse que Clara n'attendait manifestement de personne. Quand il a eu fini, il m'a regardé avec une expression qui se situait quelque part entre l'admiration et l'inquiétude. « Marcus », m'a-t-il dit en se penchant en arrière dans sa coûteuse chaise en cuir, c'est soit l'œuvre de quelqu'un d'incroyablement naïf quant au fonctionnement des contrats de mariage, soit de quelqu'un qui essaie de réaliser l'une des autodestructions les plus élaborées que j'ai jamais vues. Cet addenda dit en gros que si votre mariage est dissous pour cause de fraude ou de tromperie de sa part, elle renonce à toute réclamation financière et doit restituer chaque cadeau, chaque dollar de pension, absolument tout. À l'époque, j'avais pensé que c'était juste un jargon juridique trop prudent conçu pour nous protéger tous les deux contre d'éventuels chercheurs d'or ou chasseurs de fortune. Je veux dire, qui signerait sciemment quelque chose qui pourrait complètement le ruiner s'il avait l'intention de commettre une fraude? Cela semblait être le genre de clause qui n'entrerait en jeu que dans un scénario de feuilleton ridicule qui n'arriverait jamais dans la vraie vie. Mais maintenant, assis dans ce tribunal, à regarder le monde soigneusement construit de Clara s'effondrer autour d'elle comme un château de cartes dans une tornade, j'ai réalisé qu'elle avait essentiellement écrit sa propre condamnation à mort et m'avait tendu le stylo pour la signer. La femme avait été tellement confiante dans sa capacité à me manipuler qu'elle n'avait jamais envisagé la possibilité que son plan puisse se retourner contre elle de manière aussi spectaculaire. J'ai fait un nouveau signe de tête à mon avocat, et il s'est levé avec l'élégance dramatique qu'on ne voit généralement que dans les films de procès. Votre honneur, j'aimerais présenter des preuves supplémentaires qui sont directement pertinentes pour cette affaire. Il a remis une autre série de documents à l'huissier, et j'ai regardé le visage de Clara passer de pâle à absolument livide alors qu'elle réalisait que, d'une manière ou d'une autre, ce cauchemar allait devenir encore pire pour elle. Le juge a pris les papiers et a commencé à les lire avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait passé des décennies à démêler les embrouilles juridiques que les gens créent pour eux-mêmes. Tandis que ses yeux parcouraient la page, je pouvais voir ses sourcils s'élever progressivement de plus en plus haut, comme s'il lisait quelque chose qui était soit complètement brillant, soit absolument faux.
C'est intéressant, a dit le juge, ce qui en langage d'avocat se traduit en gros par putain de « vous n'allez pas y croire ». Il a levé les yeux de ses papiers et a fixé Clara d'un regard qui aurait pu geler l'enfer. Madame Hale, connaissez-vous le contenu de cet addenda à votre contrat de mariage? Clara ressemblait maintenant à quelqu'un qui venait de réaliser qu'il jouait à la roulette russe avec un pistolet complètement chargé. Sa bouche bougeait, mais aucun son ne sortait, comme si elle essayait de parler sous l'eau ou avait soudainement oublié comment fonctionnait le langage humain. Son avocat feuilletait frénétiquement ses propres copies des documents, se demandant probablement comment diable il avait pu rater quelque chose d'aussi important. L'addenda stipule clairement, a continué le juge, la voix lourde de finalité juridique, que si ce mariage est dissous pour cause de fraude ou de tromperie de la part de l'une ou l'autre des parties. La partie coupable perd toute réclamation financière et doit restituer tous les cadeaux ou le soutien financier reçu pendant la relation. La salle d'audience était maintenant si silencieuse qu'on aurait pu entendre quelqu'un penser trop fort. Clara regardait le juge comme s'il parlait en ancien sumérien, incapable de digérer le fait que sa propre cupidité et son excès de confiance l'avaient amené à signer ce qui était essentiellement une confession et une punition, le tout réuni dans un joli paquet juridique. Votre honneur, l'avocat de Clara a finalement réussi à balbutier, réalisant probablement que sa cliente venait d'être révélée comme quelqu'un qui s'était piégé elle-même plus durement que quiconque dans l'histoire des procédures judiciaires. Ma cliente n'a peut-être pas pleinement compris les implications de. Mais le juge l'a coupé d'un geste de la main qui voulait dire, gardez ça pour quelqu'un qui en a quelque chose à faire. Le document est clair, et les propres SMS de votre cliente fournissent des preuves amples d'une intention frauduleuse. Ce contrat est juridiquement contraignant et exécutoire. Et c'est là que Clara a complètement pété les plombs. Voici le truc avec les scandales familiaux. Ils se propagent plus vite que les ragots à une réunion d'anciens élèves et frappent 2 fois plus fort que les drames de télé-réalité. La défaite au tribunal n'était que l'acte d'ouverture de l'apocalypse personnelle de Clara. Ce qui s'est passé ensuite a été comme de regarder des dominos tomber, sauf que chaque domino était une relation qu'elle avait passé des années à construire. Et ils s'effondraient tous avec le genre de destruction spectaculaire qui donne envie d'attraper du popcorn et de s'installer pour le spectacle. La nouvelle s'est répandue dans le réseau familial de Clara avec l'efficacité d'une opération militaire et la subtilité d'une explosion nucléaire. Dans les 24 heures qui ont suivi le coup de marteau du juge, chaque tante, oncle, cousin et ami de la famille savait exactement ce qui s'était passé dans cette salle d'audience. Les réseaux sociaux s'en sont assurés, car apparemment, quelqu'un avait tweeté en direct toute l'affaire comme s'il s'agissait du Super Bowl des procédures de divorce. Les parents de Clara, Robert et Margaret Thornton, avaient passé la majeure partie de ces 2 dernières années à se vanter auprès de quiconque voulait l'entendre du mariage parfait de leur fille. C'était le genre de personnes qui transformaient chaque conversation en une occasion de se vanter faussement modestement de leurs enfants brillants, le genre capable d'intégrer d'une manière ou d'une autre les accomplissements de Clara dans une discussion sur la météo ou le prix de l'essence. Ils s'étaient gargarisés de l'histoire de la façon dont leur brillante fille avait épousé un homme aussi prospère et stable, moi, et de la façon dont ils avaient élevé un enfant si merveilleux qui savait choisir les gagnants. Maintenant, ils étaient assis dans leur maison de banlieue immaculée, regardant probablement leur téléphone avec horreur tandis que les notifications ne cessaient d'affluer. Amis, voisins et associés leur envoyaient des liens vers des articles de presse, des posts sur les réseaux sociaux, et probablement quelques mèmes de choix sur la chute spectaculaire de leur fille. Les mêmes personnes qui avaient été forcées d'écouter leur vantardise pendant des mois étaient maintenant aux premières loges de leur humiliation. Je l'ai appris par le bouche à oreille, et laissez-moi vous dire que la machine à rumeurs faisait des heures supplémentaires. Mais la première confrontation familiale a eu lieu lors de ce qui était censé être un paisible dîner du dimanche. Vous connaissez le genre. De la belle vaisselle, un rôti soigneusement préparé, tout le monde assis autour de la table en prétendant apprécier passer du temps ensemble. Sauf que cette fois, au lieu de discuter de la météo ou de se plaindre des politiciens, ils devaient faire face au fait que leur enfant gâté venait d'être démasqué comme une fraudeuse de classe mondiale. L'oncle de Clara, Frank, un type qui n'avait apparemment jamais appris l'art de la subtilité ou du tact, a été le premier à vraiment lui dire ses 4 vérités. Imaginez ça, un entrepreneur en construction d'une 60aine d'années qui avait construit sa vie sur le travail acharné et l'honnêteté, découvrant soudainement que sa nièce avait transformé le mariage en un plan pour s'enrichir rapidement. L'homme n'avait probablement jamais été aussi dégoûté par un autre être humain de toute sa vie. « Tu nous as tous déshonorés », aurait-il dit, et selon les membres de la famille qui ont assisté à cet assassinat verbal, il a frappé du poing sur cette chère table de salle à manger assez fort pour faire sauter la belle vaisselle.
Cette même table où Clara s'était probablement assise enfant, apprenant les valeurs familiales et l'importance de l'intégrité, était maintenant le théâtre de l'assassinat complet de sa réputation par ses propres parents de sang. Mais l'oncle Frank ne faisait que s'échauffer. Apparemment, l'homme avait accumulé des années d'opinion sur l'attitude prétentieuse de Clara, et ce scandale lui avait enfin donné la permission de tout lâcher. Il s'était lancé dans une diatribe sur la façon dont elle avait embarrassé le nom de toute la famille, comment elle les avait tous fait passer pour des gens ayant élevé une escroc sociopathe, et qu'il avait honte de partager son ADN avec quelqu'un qui pouvait être si calculatrice et sans cœur. Le reste de la famille est resté assis là dans un silence stupéfait, essayant probablement de digérer le fait que leur dîner du dimanche s'était transformé en un épisode de Jerry Springer. La mère de Clara, qui avait passé des décennies à perfectionner l'art de paraître raffinée et convenable, pleurait apparemment dans sa serviette pendant que son père avait l'air de se demander sérieusement s'il était trop tard pour renier légalement une fille d'une trentaine d'années. Son frère Daniel, qui avait toujours admiré Clara comme si elle était une sorte de génie qui avait mieux compris la vie que tout le monde, a complètement cessé de lui parler. C'était un gars qui l'appelait pour lui demander des conseils sur tout, des entretiens d'embauche à la marque de lessive à acheter. Il croyait sincèrement que Clara était cette brillante stratège qui pouvait naviguer dans n'importe quelle situation avec grâce et intelligence. Maintenant, il réalisait que son modèle était en réalité une fraudeuse manipulatrice qui avait joué avec les émotions des gens pour son profit personnel. L'adoration aveugle qu'il portait à sa sœur aînée avait été remplacée par le genre de dégoût que l'on réserve généralement à la découverte que son restaurant préféré sert de la viande avariée depuis des mois. Il avait apparemment dit à d'autres membres de la famille qu'il se sentait idiot d'avoir jamais pensé que Clara était quelqu'un digne d'admiration. Même sa mère, qui avait passé toute la vie de Clara à trouver des excuses au comportement de sa fille et à la défendre contre toute critique, avait finalement atteint son point de rupture. Margaret Thornton, une femme qui avait perfectionné l'art du soutien passif-agressif et n'avait probablement jamais dit un mot dur sur Clara en public, admettait maintenant dans des conversations murmurées avec des proches que sa fille avait complètement détruit sa vie par pure cupidité et stupidité. Je ne comprends pas comment nous avons pu élever quelqu'un qui pourrait être aussi calculatrice. Elle s'était apparemment confiée à la tante de Clara, Suzanne, lors d'un appel téléphonique qui n'était certainement pas censé être entendu. La Clara que je croyais connaître n'aurait jamais fait une chose pareille. J'ai l'impression de ne même plus connaître ma propre fille. La famille qui avait autrefois poussé Clara à se marier pour le statut et la sécurité ou parce que soyons honnêtes, ce sont probablement eux qui avaient planté ces idées dans sa tête en premier lieu, la traitait maintenant comme une paria qui avait jeté l'opprobre sur toute la lignée. Ces mêmes personnes qui l'avaient encouragée à trouver un mari avec de bonnes perspectives financières étaient maintenant horrifiées qu'elle ait suivi leurs conseils jusqu'à un extrême aussi tordu. Les invitations pour Noël ont été discrètement annulées. Les discussions de groupe familial devenaient silencieuses chaque fois que Clara essayait de participer. La femme qui avait autrefois été le centre de l'attention à chaque réunion de famille était maintenant systématiquement exclue du cercle social même qu'il avait façonné pour devenir la personne qu'elle était. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir au dessert. Si vous pensez que la trahison familiale fait mal, attendez de voir ce qui se passe quand vos soi-disant amis découvrent que vous les avez traités comme des complices involontaires dans votre système de fraude élaboré. Le cercle social de Clara ne l'a pas seulement abandonnée. Ils se sont retournés contre elle avec l'efficacité vicieuse d'une meute de loups qui vient de réaliser qu'il hébergeait un membre enragé depuis le début. C'était honnêtement magnifique à voir, de la même manière qu'une démolition contrôlée est belle quand vous regardez un bâtiment être réduit en ruine. L'ironie de toute la situation était que les amis de Clara étaient les mêmes personnes auprès de qui elle s'était vantée dans ses SMS compromettants. C'étaient les femmes à qui elle s'était confiée, avec qui elle avait ri et qu'elle avait apparemment utilisées comme ses pom-pom girls personnelles pendant qu'elle orchestrait ma destruction émotionnelle. C'était elle qui avait reçu ces captures d'écran qui avaient fini par être lues à haute voix au tribunal. Les messages où elle détaillait son plan diabolique pour me manipuler jusqu'à la soumission financière. Maintenant, imaginez être l'une de ses amies et réaliser soudainement que vous avez été complice du stratagème de quelqu'un pour commettre une fraude au mariage. Ces femmes n'étaient pas seulement embarrassées. Elles étaient furieuses de la manière dont seuls des amis trahis peuvent l'être. Le genre de colère qui pousse les gens à faire des choses comme faire des captures d'écran de chaque conversation qu'ils ont jamais eue avec vous et les partager dans des discussions de groupe avec des légendes comme « Vous arrivez à croire que je pensais que cette psychopathe était mon amie ?» Les captures d'écran des messages originaux de Clara se sont répandus dans leur cercle social plus vite qu'un canular sur la mort d'une célébrité sur Twitter. Chaque femme de leur groupe d'amis voyait soudainement exactement ce que Clara pensait vraiment du mariage, de l'engagement et de la décence humaine fondamentale.
Elles avaient droit à un aperçu des coulisses de la façon dont quelqu'un en qui elles avaient confiance s'amusait de manipuler un autre être humain pour un gain financier. Sarah Martinez, qui avait été la demoiselle d'honneur de Clara et avait probablement passé des semaines à l'aider à planifier notre mariage, a apparemment été la première à réaliser qu'elle avait été manipulée. Selon le réseau de ragots qui était d'une certaine manière plus efficace que le FBI, Sarah avait appelé Clara dans les heures qui ont suivi l'éclatement de l'histoire du tribunal et l'avait absolument détruite au téléphone. « Tu m'as rendu complice de ça », avait prétendument hurlé Sarah, sa voix portant la fureur qui vient de la réalisation qu'on a été utilisée par quelqu'un qu'on considérait comme une amie proche. « Je t'ai aidé à organiser un mariage qui était en gros une arnaque élaborée. J'étais là, à côté de toi, pendant que tu mentais à tout le monde, y compris à moi. As-tu la moindre idée de ce que ça me fait ressentir ?» Mais Sarah n'avait pas fini. Apparemment, elle a passé les 20 minutes suivantes à détailler exactement comment la tromperie de Clara lui avait fait remettre en question chaque conversation qu'elles avaient jamais eue, chaque conseil que Clara lui avait donné et chaque moment de leur amitié. Elle avait terminé l'appel en disant à Clara qu'elle ne voulait plus jamais la voir ni entendre parler d'elle, et que si Clara essayait un jour de la contacter, elle transmettrait tout directement à mon avocat. La discussion de groupe qui avait autrefois été la principale source de validation et de soutien de Clara s'est transformée en ce qui ne pouvait être décrit que comme une exécution publique numérique. Les messages volaient dans tous les sens plus vite que les insultes lors d'un débat politique, chaque ami essayant de surpasser les autres pour exprimer son dégoût et son indignation d'avoir été trompé. Jennifer Chin, qui avait toujours été le membre le plus diplomate de leur groupe d'amis, a apparemment été celle qui a vraiment enfoncé le couteau. Clara, avait-elle écrit dans un message qui a été immédiatement capturé et partagé avec tous ceux qui voulaient bien l'entendre. J'ai repensé à toutes les fois où tu t'es plainte de Marcus, à toutes les fois où tu as fait croire qu'il était déraisonnable ou exigeant. Maintenant, je réalise que tu étais juste en train de préparer le terrain pour ton récit de victime. C'est un comportement de sociopathe. La belle chose à propos des amitiés féminines, c'est que lorsqu'elles deviennent explosives, elles le deviennent vraiment. Ce n'étaient pas de simples connaissances qui coupaient les ponts. C'étaient des femmes qui avaient partagé des secrets, s'étaient soutenues mutuellement lors de ruptures, avaient célébré des promotions ensemble, et savaient probablement où tous les cadavres étaient enterrés dans la vie de chacune. Quand ce niveau d'intimité est utilisé comme une arme contre vous, c'est comme être percuté par un train de marchandises fait de pure destruction sociale. Marissa Thompson, la meilleure amie de Clara et la personne en qui elle avait probablement le plus confiance au monde, a porté le coup le plus dévastateur de tous. Marissa était le genre d'amie qui avait été là à chaque événement important de la vie, celle que Clara appelait quand elle avait besoin de conseils, de soutien, ou juste de quelqu'un pour l'écouter se plaindre de ce qui la dérangeait cette semaine-là. Leur dernière conversation, que Marissa a apparemment partagée avec plusieurs personnes parce qu'elle était tellement dégoûtée, était le genre d'assassinat d'amitié qui ne laisse aucun survivant. « Tu t'es détruite toi-même, Clara », avait dit Marissa, sa voix assez froide pour geler de l'eau bouillante. « Ne m'appelle plus. Ne m'envoie pas de SMS. Ne pense même pas à essayer d'expliquer ça ou de trouver des excuses. Tu n'es pas la personne que je croyais, et j'ai honte de t'avoir un jour appelé mon ami. » Le rejet de Marissa a frappé Clara plus durement que tout le reste combiné, parce que Marissa avait été son roc, sa confidente, la seule personne sur qui elle avait toujours pu compter pour prendre son parti quoi qu'il arrive. Perdre cette relation, c'était comme perdre un membre, soudain, choquant et modifiant définitivement la vie. Mais l'aspect réseaux sociaux de la chute de Clara était là où les choses sont devenues vraiment brutales. Ces femmes ne se sont pas contentées de couper les ponts en privé, elles se sont assurées que tout le monde sache exactement pourquoi elles prenaient leur distance avec Clara. Des stories Instagram, des posts Facebook, des tweets indirects subtils et des captures d'écran de discussions de groupe volaient comme des confettis à une parade célébrant la mort sociale de Clara. Aller à des soirées est devenu un exercice d'humiliation publique pour Clara. Ces mêmes événements sociaux où elle avait autrefois été le centre de l'attention, tenant court avec ses observations pleines d'esprit et ses histoires soigneusement préparées, la mettaient désormais en scène comme sujet principal de conversation. Mais pas dans le bon sens. Les gens arrêtaient littéralement de parler quand elle entrait dans une pièce, non par respect, mais parce qu'ils discutaient tous de son dernier scandale et ne voulaient pas qu'elle entende les détails particulièrement brutaux. Les chuchotements la suivaient partout. C'est la femme qui a essayé d'escroquer son mari. Tu arrives à croire qu'elle a tout planifié depuis le début ? J'ai entendu dire qu'elle est complètement fauchée maintenant, et que sa famille ne lui parle même plus. La machine à rumeurs faisait des heures supplémentaires,
et Clara était le principal ingrédient broyé pour le divertissement de tous. Ces fils d'actualité sur les réseaux sociaux, qui avaient autrefois été des vitrines soigneusement entretenues de sa vie fabuleuse, sont devenus des villes fantômes en termes d'engagement. Vous savez ce qu'on dit sur le fait que le karma est une garce. Eh bien, le karma a apparemment un doctorat en destruction totale et une spécialisation pour s'assurer qu'aucune pierre ne reste non retournée quand il s'agit de rendre la justice. Clara pensait que son lieu de travail serait une sorte de sanctuaire loin de la tempête de merde qui engloutissait tous les autres aspects de sa vie, mais elle avait autant tort que quelqu'un qui apporte un couteau à une fusillade ou qui essaie d'utiliser Internet Explorer en 2025. Clara travaillait chez Henderson et Associés, l'un de ces cabinets de conseil de taille moyenne qui prospère sur le maintien d'une réputation impeccable et attire des clients prêts à payer des prix premium pour le privilège de travailler avec des professionnels réputés. C'est le genre d'endroit où votre marque personnelle est presque aussi importante que vos performances réelles, où les événements de réseautage sont des fonctions sociales presque obligatoires, et où les ragots de bureau voyagent plus vite que les mauvaises nouvelles à une réunion de famille. Le truc avec les environnements professionnels dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, c'est que les scandales ne restent pas privés longtemps, surtout quand ils impliquent des fraudes. Des procédures judiciaires et le genre de détails juteux qui font oublier aux gens la série Netflix qu'ils étaient en train de regarder en rafale. Dans les 48 heures suivant le drame du tribunal, la vie professionnelle de Clara allait devenir aussi toxique qu'une décharge de déchets nucléaires. Ça a commencé par des chuchotements, car c'est ainsi que ces choses commencent toujours dans l'Amérique des grandes entreprises. Les collègues qui échangeaient autrefois des banalités sur leurs projets du week-end et se plaignaient des réunions du lundi matin étaient maintenant regroupés autour des machines à café et des fontaines à eau, discutant de l'implosion personnelle spectaculaire de Clara à voix basse. Comme on le fait habituellement pour discuter des licenciements ou des scandales de harcèlement sexuel. Vous avez entendu parler de Clara Hill, est devenue la phrase d'ouverture de chaque conversation de bureau cette semaine-là. L'histoire se répandait dans le bâtiment comme une traînée de poudre pendant une sécheresse, chaque récit ajoutant de nouveaux détails et des réactions de plus en plus horrifiées. Les gens consultaient les dossiers du tribunal sur leur téléphone pendant les pauses déjeuner, partageaient des captures d'écran d'articles de presse dans des discussions de groupe. Et transformaient essentiellement la chute de Clara en l'événement le plus divertissant de leur bureau depuis le jour où quelqu'un avait accidentellement répondu à tous à un email à l'échelle de l'entreprise avec sa lettre de démission. Les conversations de couloir étaient brutales dans leur cruauté désinvolte. Clara passait devant des groupes de collègues qui arrêtaient soudainement de parler et l'observaient avec le genre de fascination morbide habituellement réservé à regarder des accidents de voiture ou des catastrophes de la télé-réalité. C'étaient des gens avec qui elle avait travaillé pendant des années, partagé des projets, peut-être même pris un verre après des échéances particulièrement stressantes. Maintenant, il la regardait comme si elle était une sorte d'animal de zoo exotique qui s'était soudainement révélé être un dangereux prédateur. Son supérieur direct, Michael Patterson, faisait probablement des cauchemars au sujet du désastre potentiel de relations publiques qui se trouvait maintenant dans son département. Patterson était le genre de cadre intermédiaire qui avait passé toute sa carrière à éviter soigneusement tout ce qui pourrait donner une mauvaise image de son jugement ou de ses capacités de leadership. Avoir une employée dénoncée comme fraudeuse au mariage n'était certainement pas le genre de choses qu'il espérait ajouter à son CV. Le premier vrai signe que la vie professionnelle de Clara partait à volo est arrivé quand elle a été discrètement retirée des projets en contact avec les clients. Soudainement, les présentations qu'elle devait faire ont été réassignées à d'autres membres de l'équipe avec des excuses bidons de redistribution de la charge de travail et de réalignement stratégique. Les clients avec lesquels elle avait entretenu des relations pendant des mois ont été confiés à des collègues qui ne devaient pas en croire leur chance d'hériter de comptes d'une telle valeur. Mais le véritable coup de grâce professionnel est arrivé lors de l'événement de réseautage trimestriel que Henderson et Associés organisaient pour leurs plus gros clients et partenaires du secteur. C'était le genre de rassemblement d'entreprises mondain où les accords se concluent autour de cocktails hors de prix et où les gens s'échangent des cartes de visite comme des cartes Pokémon. Clara s'était toujours épanouie dans ces événements, utilisant son charme et son esprit pour nouer le genre de relations professionnelles qui se traduisaient en revenus et en avancement de carrière. Cette fois-ci, entrer dans cet événement de réseautage, c'était comme entrer dans la fosse aux lions en portant un costume de viande. La pièce entière a semblé changer quand elle est entrée, les conversations s'arrêtant au milieu d'une phrase alors que les gens la reconnaissaient grâce à la couverture médiatique et aux discussions sur les réseaux sociaux qui avaient circulé toute la semaine. Le genre d'attention qu'elle recevait n'était pas la reconnaissance respectueuse à laquelle elle était habituée. C'était la curiosité de badaud regardant l'effondrement d'une célébrité en temps réel. James Morrison, un client potentiel qu'elle courtisait depuis des mois,
s'est approché d'elle près du bar avec une franchise qui était à la fois rafraîchissante et absolument dévastatrice. « Vous n'êtes pas la femme qui a essayé d'escroquer son mari ?» a-t-il demandé assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. L'homme n'a même pas essayé de baisser la voix ou de faire semblant d'être diplomate à ce sujet. Il était sincèrement curieux de savoir s'il parlait à la personne dont la fraude au mariage était devenue le sujet de conversation des machines à café dans toute l'industrie. Le silence qui a suivi sa question était si complet qu'on aurait pu entendre une carrière mourir. Toutes les conversations dans leur voisinage immédiat se sont arrêtées alors que les gens se tournaient pour observer la réponse de Clara. Espérant probablement une sorte de confession dramatique ou de crise qu'il pourrait partager sur LinkedIn plus tard comme un récit édifiant sur l'intégrité professionnelle. La réponse de Clara a été à peu près aussi efficace que d'essayer d'éteindre un feu de forêt avec un pistolet à eau. Elle a balbutié quelque chose à propos de malentendus et de complications juridiques, mais Morrison avait déjà décroché de la conversation mentalement. Il la regardait avec l'expression que prennent les gens lorsqu'ils réalisent qu'ils parlent à quelqu'un de fondamentalement indigne de confiance dans les relations d'affaires. « Je pense que nous ferons appel à une autre entreprise pour nos besoins en conseil », a déclaré Morrison, son ton portant la finalité d'un juge prononçant un verdict. « Nous préférons travailler avec des organisations qui font preuve de normes éthiques constantes. » Il s'est éloigné sans un mot de plus, laissant Clara planter là comme quelqu'un qui viendrait d'être publiquement largué à son propre mariage. Les répercussions de cette conversation se sont propagées à travers l'événement de réseautage plus vite que les commérages dans une petite ville. D'autres clients potentiels qui avaient envisagé Henderson et associés ont soudainement eu des doutes sur le fait de travailler avec une entreprise qui employait quelqu'un ayant été exposé comme fraudeur. La présence de Clara ne se contentait pas d'échouer à générer des affaires, elle coûtait activement de l'argent et de la réputation à l'entreprise. Ses collègues lui lançaient des regards qui allaient de la sympathie gênée au dégoût pur et simple. C'étaient des gens qui comprenaient que leur réputation professionnelle était directement liée à l'image de l'entreprise, et Clara était devenue un fardeau ambulant qui menaçait les perspectives de carrière de tout le monde. Imaginez ceci. Une femme qui vivait autrefois comme la star de sa propre télé-réalité se retrouvant soudainement dans le rôle du méchant tragique dans un récit édifiant que personne ne veut regarder. La disgrâce de Clara n'était pas seulement spectaculaire. C'était le genre de destruction de vie totale qui vous fait vous demander si l'univers n'a pas un sens de l'humour tordu et n'aime pas vraiment regarder les gens qui se croient plus intelligents que tout le monde recevoir le retour de bâton servi bien froid. Avec un accompagnement d'humiliation publique. Isolée de sa famille, abandonnée par ses amis et mise sur liste noire professionnellement plus vite qu'un communiste pendant la peur rouge, Clara faisait l'expérience de ce qu'on pourrait appeler le forfait karma complet. La femme qui avait passé des années à bâtir ce qu'elle croyait être un empire social inébranlable l'avait vu s'effondrer plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. Et maintenant elle se retrouvait assise dans les ruines, à se demander comment diable tout avait pu tourner aussi mal de manière aussi spectaculaire. La partie la plus satisfaisante de toute cette situation, et ouais, j'avoue que j'en savourais chaque seconde, c'était d'entendre par le bouche à oreille son changement dramatique de conditions de vie. Clara était passée de la vie dans notre belle maison de banlieue avec ses plans de travail en granit, ses dressings et le genre de quartier où les gens arrosent vraiment leur pelouse. À la location d'un triste petit appartement à la périphérie de la ville qui était probablement meublé avec un réfrigérateur de l'administration Clinton et une moquette qui avait connu de meilleures décennies. Ce n'était pas juste une réduction de train de vie, c'était une chute libre de la première classe vers la soude de la vie. La femme qui avait l'habitude de faire du shopping dans des boutiques où on connaissait son nom et on lui apportait du champagne pendant qu'elle essayait des robes de créateur devait maintenant probablement découper des bons de réduction et faire ses courses dans des magasins discount où l'éclairage fluorescent faisait ressembler tout le monde à des figurants d'un film de zombies. Les échos que je recevais de connaissances communes brossaient le portrait de quelqu'un qui était passé d'influenceuse Instagram à ermite tragique en un temps record. Clara avait complètement arrêté de poster ses photos soigneusement sélectionnées de sa vie fabuleuse qui avait l'habitude de faire ressentir à ses abonnés un sentiment d'inadéquation face à leur propre existence. Sa présence sur les réseaux sociaux, qui avait autrefois été un défilé ininterrompu de tenues de créateurs, de dîners coûteux et de destinations de vacances exotiques, s'était éteinte comme un restaurant qui a fait faillite mais a oublié de modifier sa fiche Google. Le silence était assourdissant de la plus belle façon possible. C'était une femme qui avait construit toute son identité sur la projection de la réussite et de la supériorité, qui n'avait jamais croisé un miroir devant lequel elle ne voulait pas poser, ou une réunion sociale qu'elle ne pouvait pas transformer en son moment de gloire personnelle. Maintenant, elle vivait comme une sorte d'ermite des temps modernes,
passant probablement ses journées à faire du binge-watching de séries Netflix sur la vie plus intéressante des autres et à commander des plats à emporter dans des endroits qui n'acceptaient définitivement pas l'American Express. Mais le plus fort, c'était d'entendre parler de son état émotionnel par des gens qu'il avait croisés par hasard en ville. Ce n'étaient pas des amis proches qui prenaient de ses nouvelles. N'oubliez pas, il ne lui en restait plus. C'étaient de vagues connaissances, d'anciens collègues de travail et des gens qu'il avait connus socialement mais qui ne se souciaient pas assez de son bien-être pour se laisser entraîner dans le drame. Selon ses rapports de seconde main, Clara était devenue le genre de personne qui pleurait souvent et suppliait quiconque voulait bien l'entendre de prêter l'oreille à sa version de l'histoire. La femme qui autrefois attirait l'attention partout où elle allait essayait maintenant désespérément de capter l'attention des gens avec son histoire larmoyante sur la façon dont elle avait été incomprise, comment toute la situation avait été exagérée. Et comment elle était en fait la victime dans tout ça. Rachel Davis, quelqu'un qui avait travaillé avec Clara dans un emploi précédent et ne lui avait pas parlé depuis plus d'1 an, m'a raconté l'avoir croisée dans une épicerie qui était très loin des marchés bio que Clara avait l'habitude de fréquenter. Elle avait l'air terrible, avait dit Rachel en secouant la tête avec le genre de pitié qu'on réserve à une ancienne célébrité travaillant dans une station-service. Ses cheveux étaient en bataille, elle ne portait pas de maquillage et elle portait un pantalon de survêtement qui donnait l'impression qu'elle avait dormi dedans pendant une semaine. Mais l'apparence n'était même pas la partie la plus pathétique. Apparemment, Clara avait coincé Rachel dans le rayon des céréales et s'était lancée dans ce monologue désespéré sur la façon dont tout le monde avait mal compris la situation, comment Marcus, c'est-à-dire moi, avait manipulé les preuves pour la faire mal voir. Et comment elle était en fait la victime d'un plan élaboré pour détruire sa réputation. Elle pleurait juste là, entre les Cheerios et les Lucky Charms, m'avait dit Rachel, appréciant probablement l'ironie de Clara en train de faire une dépression nerveuse dans l'endroit le plus banal possible. Elle n'arrêtait pas de dire que les gens ne comprenaient pas toute l'histoire, qu'il y avait des choses sur Marcus que personne ne savait, et qu'elle avait été piégée dans une situation impossible. Le désespoir dans la voix de Clara avait apparemment été si intense que les autres clients commençaient à la regarder et à chuchoter entre eux. Rachel, qui essayait juste d'acheter des courses et de poursuivre sa journée, avait pratiquement dû s'extraire de la conversation comme si elle fuyait une présentation particulièrement agressive pour la vente d'une multipropriété. Des histoires similaires ont commencé à émerger d'autres personnes en ville. Clara avait apparemment l'habitude d'approcher n'importe qui montrant le moindre soupçon de familiarité, puis de se lancer dans ses tentatives épuisantes pour réhabiliter son image ou obtenir de la sympathie pour sa situation. Elle était comme un disque rayé d'apitoiement sur soi, essayant constamment de réécrire le récit de ce qui s'était passé et de convaincre les gens qu'elle méritait la compassion plutôt que la condamnation. La femme qui s'était autrefois nourrie du fait d'être enviée en était maintenant réduite à mendier de la sympathie humaine fondamentale auprès de gens qui la connaissaient à peine. Elle était passée de la personne avec qui tout le monde voulait être à la personne que tout le monde évitait activement, comme si elle était porteuse d'une sorte de maladie sociale contagieuse. Sans moi, sans mon soutien financier, sans mes relations sociales et sans le style de vie que je lui offrais, Clara avait été obligée de faire face à la réalité qu'elle avait construit toute son existence sur des fondations faites des ressources et de la bonne volonté des autres. Quand tout cela lui a été enlevé, il ne restait qu'une femme triste et seule assise dans un appartement minable, entourée des conséquences de sa propre cupidité et de ses manipulations. Vous savez comment on dit qu'on ne peut pas échapper à son passé? Eh bien, apparemment la même règle s'applique à votre ex-femme, surtout quand elle en est réduite à hanter les mêmes espaces publics que les gens normaux au lieu de se cacher sous le caillou où elle vivait depuis que sa vie a implosé. Je passais une soirée parfaitement agréable chez Romano, un resto italien décent qui sert des pâtes qui n'ont pas le goût de sortir d'une boîte et du vin qui ne donne pas mal à la tête instantanément. Quand le destin a décidé de me servir un accompagnement de justice poétique que je n'avais certainement pas commandé. J'avais attendu ce dîner avec impatience toute la semaine. Après des mois à traiter avec des avocats, des procédures judiciaires et les générales qu'avaient été mon mariage et le divorce qui a suivi, je commençais enfin à me sentir de nouveau comme un être humain au lieu d'un personnage d'un feuilleton tordu. Le restaurant était animé, mais pas bondé, rempli du genre de bavardage confortable et de cliquetis de couverts qui vous rappellent pourquoi les gens aiment vraiment sortir pour manger. J'en étais à la moitié de ce qui devait être le meilleur poulet au parmesan que j'avais mangé depuis des années, me relaxant vraiment pour la première fois depuis des mois, quand je l'ai repéré. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours, car la femme assise seule à une table d'angle ressemblait à la sœur de Clara, nettement moins prospère, qui aurait été percutée par un bus puis traînée à l'envers dans les rayons de déstockage d'un grand magasin. Clara était assise toute seule, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette image.
C'était une femme qui n'avait jamais mangé seule en public de toute sa vie. Elle était toujours entourée d'amis, de collègues, ou au minimum d'une pauvre âme qu'elle avait coincée pour écouter sa dernière histoire dramatique. La voir seule, c'était comme voir un pan dont on aurait arraché toutes les plumes, pathétique et vaguement dérangeant. Ses cheveux, qui avaient toujours été parfaitement coiffés comme si elle était prête pour une séance photo de magazine à tout moment, donnaient l'impression qu'elle avait dormi dessus pendant environ 3 jours d'affilée sans prendre la peine de se regarder dans un miroir. Les tenues de créateur qui l'avaient autrefois fait ressembler à un mannequin tout juste sorti d'un défilé avaient été remplacées par ce que l'on pourrait charitablement décrire comme le chic des rayons discount. Le genre de vêtements que l'on achète quand on n'est plus soucieux de couvrir son corps que de faire une déclaration de mode. Mais c'est sa posture qui a vraiment fait comprendre à quel point elle était tombée bas. Clara était penchée sur son téléphone comme s'il était la dernière source de chaleur dans un désert glacial, faisant défiler l'écran avec l'intensité désespérée de quelqu'un qui vérifie si quelqu'un, quelque part, se soucie encore de son existence. La présence confiante et imposante qui avait autrefois fait d'elle le centre de l'attention dans n'importe quelle pièce avait été remplacée par la posture dégonflée de quelqu'un qui avait été complètement vaincu par la vie. En fait, je me demandais si je pouvais finir mon repas et m'échapper sans qu'elle ne me remarque parce que, très honnêtement, je passais une si bonne soirée et je n'avais pas besoin qu'elle soit gâchée par le nouvel enfer dans lequel Clara pourrait essayer de m'entraîner. Quand elle a levé les yeux de son téléphone et que nos regards se sont croisés à travers le restaurant, la reconnaissance a frappé son visage comme un coup physique, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait vraiment s'évanouir là, dans son triste petit coin. Mais ensuite, quelque chose a changé dans son expression, une sorte d'espoir désespéré mêlé de panique, et j'ai su que j'allais avoir droit à une performance qui ferait passer la télévision de l'après-midi pour de la subtilité en comparaison. Elle a pratiquement bondi de son siège et s'est précipitée vers ma table avec le genre d'énergie frénétique qu'on voit généralement chez les gens qui se noient et qui viennent d'apercevoir une bouée de sauvetage. Les autres clients commençaient à remarquer l'agitation, se demandant probablement s'ils allaient assister à une sorte de crise publique qu'ils pourraient publier sur leurs comptes de réseaux sociaux plus tard. « Marcus, s'il te plaît, juste une minute », a-t-elle dit, et sa voix se brisait déjà comme si elle se préparait pour le genre de scène dramatique qui rendrait jaloux les lauréats des Oscars. « S'il te plaît, j'ai juste besoin d'une minute de ton temps. » Je l'ai regardé, mesurant toute l'ampleur de sa transformation, d'artiste de la manipulation réussie à cette triste créature se tenant près de ma table. Une partie de moi a ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié, si la pitié n'était pas complètement éclipsée par la satisfaction de voir quelqu'un qui a essayé de détruire ma vie obtenir exactement ce qu'elle méritait. J'ai tout perdu, a-t-elle continué, prenant apparemment mon silence comme une permission de poursuivre ce qui allait clairement être la performance de sa vie. Ma famille m'a complètement renié. Ils ne prennent plus mes appels. Ils m'ont désinvité de toutes les réunions de famille, et ma propre mère m'a dit qu'elle a honte d'avoir élevé quelqu'un comme moi. Des larmes commençaient à couler sur son visage, et je devais lui accorder ça, elle s'investissait vraiment dans ce rôle de la victime tragique lésée par le monde cruel. Le restaurant devenait plus silencieux alors que les autres clients essayaient de faire semblant de ne pas écouter ce qui allait manifestement être du théâtre de premier ordre pour le dîner. Mes amis sont tous partis, a-t-elle sangloté, sa voix devenant plus aiguë et plus désespérée à chaque mot. Des gens que je connais depuis des années, des gens dont je pensais qu'ils seraient toujours là pour moi. Ils ont tous disparu. Ils ne répondent pas à mes appels. Ils m'ont bloqué sur les réseaux sociaux, et quand j'ai essayé de me pointer à la fête d'anniversaire de Jessica le mois dernier, on m'a littéralement demandé de partir. Elle entrait vraiment dans le vif du sujet maintenant, gesticulant sauvagement comme si elle auditionnait pour une production théâtrale particulièrement mélodramatique. Au travail, ils me traitent comme si je n'existais pas. J'étais respecté là-bas, Marcus. J'étais doué dans mon travail. J'amenais des clients. Je faisais de réelles contributions. Maintenant, ils m'ont pratiquement mise sur la touche. Je suis assise à mon bureau toute la journée sans rien de significatif à faire, et je peux entendre les gens chuchoter sur moi quand je passe. Le désespoir dans sa voix devenait presque palpable, remplissant l'espace entre nous comme la fumée d'un incendie de maison. Je nous ai détruits, Marcus. J'ai détruit tout ce que nous avions ensemble, tout ce que nous aurions pu être. J'ai été stupide et cupide, et je pensais être tellement plus intelligente que tout le monde. Mais je ne l'étais pas. J'étais juste. J'étais juste une idiote qui a jeté la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Puis est venu le grand final, le moment qu'elle avait probablement répété devant le miroir de sa salle de bain pendant des semaines.
S'il te plaît, j'ai besoin d'une autre chance. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais je t'en supplie. Je ne peux plus vivre comme ça. Les semaines qui ont suivi cette rencontre au restaurant ont été comme regarder le dernier acte d'une tragédie où le personnage principal refuse d'accepter que le rideau est déjà tombé. La demande désespérée de pardon de Clara avait été accueillie avec le genre de réponse froide et calculée à laquelle elle aurait probablement dû s'attendre de la part de quelqu'un dont elle avait essayé de détruire systématiquement la vie. Mais apparemment l'illusion à la vie dure quand on se noie dans les conséquences de sa propre stupidité. Tu as fait ton choix, lui ai-je dit ce soir-là, en me levant de ma table avec l'espèce de finalité calme qui vient du fait d'avoir enfin le dessus dans une situation qui m'avait autrefois fait me sentir impuissant. Maintenant tu vis avec. Ces mots contenaient des mois de blessures, de trahison et de colère justifiées distillées dans leur forme la plus pure. J'avais quitté ce restaurant avec le sentiment de venir de clore le dernier chapitre du pire livre que j'ai jamais été forcé de lire, mais Clara, apparemment, n'était pas prête à accepter que l'histoire était terminée. Dans les semaines qui ont suivi, elle a lancé ce qui ne pourrait être décrit que comme un assaut à grande échelle contre ma tranquillité d'esprit. Utilisant toutes les formes de communication disponibles pour l'humanité moderne dans une tentative désespérée de me convaincre que d'une manière ou d'une autre, il y avait encore une chance de rédemption dans les décombres fumants de ce qui avait été notre mariage. Ça a commencé par des SMS, le genre de roman pathétique et décousu que les gens écrivent quand ils font une crise émotionnelle à 3 heures du matin et pensent que la quantité de mots peut d'une certaine manière compenser la qualité du caractère. Ce n'étaient pas les messages courts et manipulateurs qu'elle avait l'habitude d'envoyer pendant notre mariage. C'étaient des dissertations épiques d'apitoiement sur soi et de désespoir qui auraient fait paraître la littérature russe joyeuse en comparaison. Marcus, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je n'arrive pas à arrêter de penser à ce que tu as dit au restaurant. Pouvait-on lire dans un message qui n'était apparemment que la ligne d'ouverture de ce qui s'est transformé en un manifeste de 3000 mots sur sa nouvelle conscience de soi et son désir de faire amende honorable. Lire ces messages, c'était comme regarder quelqu'un s'auto-opérer émotionnellement sans anesthésie, douloureux, brouillon, et finalement infructueux. Quand les SMS n'ont suscité aucune réponse de ma part parce que, honnêtement, qu'étais-je censé dire à quelqu'un qui avait passé des paragraphes à expliquer comment elle avait enfin compris la profondeur de ses erreurs et était prête à faire tout ce qu'il fallait pour regagner ma confiance. Elle est passée aux emails. Ce n'était pas de brèves communications professionnelles que les personnes civilisées envoient à leurs ex-conjoints concernant le partage des biens ou la finalisation de la paperasse. C'était le genre d'effusions émotionnelles épiques qui aurait rendu fier un scénariste de telenovela. Rien que les objets d'aimer suffisaient à me faire douter de l'emprise de Clara sur la réalité. S'il te plaît, lis ça. C'est important. Je sais que tu me détestes, mais accorde-moi 5 minutes. La vérité sur tout ce qui s'est passé. Et mon préféré, je ne suis pas la personne que tu crois. Ce dernier était particulièrement gonflé, sachant que la personne que je croyais qu'elle était avait été révélée par ses propres SMS et confirmée par un juge en audience publique. Mais la campagne de harcèlement numérique de Clara n'était que l'échauffement avant l'événement principal qui allait se dérouler. Quand les emails n'ont pas généré la réponse qu'elle cherchait désespérément, elle est passée aux appels téléphoniques avec l'insistance d'un démarcheur à qui on a promis une commission sur chaque vente et le désespoir de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il est complètement seul au monde. Les premiers appels sont arrivés à des heures raisonnables, probablement chronométrées pour un impact maximal quand elle pensait que je pourrais réellement répondre. Quand ils sont tombés directement sur la messagerie, car j'avais appris ma leçon sur le fait de discuter avec la folie, elle a commencé à appeler à des intervalles de plus en plus désespérés. Des appels tôt le matin avant que je parte au travail, des appels l'après-midi pendant les pauses déjeuner, des appels le soir quand elle pensait probablement que je serais détendu et plus réceptif assez. Chaque message vocal était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle déguisé en remords sincères. Marcus, s'il te plaît, réponds. Je sais que tu filtres probablement mes appels, mais j'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. Ou, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui n'a pas marché entre nous, et je crois que je comprends enfin pourquoi tu es si en colère. La femme s'était apparemment convaincue que le problème n'était pas sa fraude calculée et sa manipulation émotionnelle, mais plutôt mon incapacité à bien comprendre ses motivations émotionnelles complexes. Mais la véritable rupture psychologique est survenue lors de ce que je considère maintenant comme la nuit des 187 appels manqués. Une phrase qui sonne comme si elle devait être le titre d'un film d'horreur sur le harcèlement technologique. Je m'étais couché tôt après une journée de travail particulièrement bonne,
le genre de journée qui me rappelait que la vie après Clara était en fait plutôt bonne quand on n'avait pas quelqu'un qui essayait activement de saboter notre bien-être émotionnel. J'avais mis mon téléphone sur silencieux et l'avais posé sur la table de nuit, m'attendant à me réveiller avec peut-être quelques emails professionnels et peut-être un SMS d'un ami à propos de nos projets du week-end. Ce avec quoi je me suis réveillé à la place, c'était un téléphone qui semblait avoir été la cible d'une sorte de campagne de bombardement numérique. L'écran des notifications était tellement rempli d'appels manqués que j'ai dû faire défiler l'écran pendant ce qui m'a semblé être des minutes entières juste pour tous les voir. 187 appels manqués, tous de Clara, tous entre 23h et 6h du matin. La femme avait apparemment passé toute la nuit à appuyer sur rappel comme si c'était une sorte d'activité thérapeutique, probablement convaincue que si elle continuait à essayer, je finirais par craquer et répondre au téléphone. Les messages vocaux qui accompagnaient ce marathon de désespoir dressaient le portrait de quelqu'un qui avait complètement perdu le contact avec la réalité. Ils commençaient de façon relativement cohérente, d'autres supplications pathétiques de pardon et des explications sur à quel point elle avait changé, mais à mesure que la nuit avançait et que les appels continuaient. Ils dégénéraient en tirades de plus en plus déséquilibrées sur le fait que j'étais déraisonnable, qu'elle méritait une chance de s'expliquer, et que notre amour était trop fort pour être détruit par une seule erreur. À la fin de la séquence, Clara sanglotait au téléphone, me suppliant de me souvenir des bons moments que nous avions passés ensemble et insistant sur le fait que la femme qui avait prévu de me manipuler pour un gain financier n'était pas la vraie Clara. Apparemment, la vraie Clara était ce personnage repenti qui avait appris de ses erreurs et était prêt à construire quelque chose de beau ensemble. Je n'ai écouté absolument aucun de ces messages vocaux. Je n'avais pas besoin d'entendre la version des faits de Clara ni ses tentatives désespérées de réécrire l'histoire. Les faits étaient simples. Elle m'avait refusé toute intimité, tout respect et toute honnêteté tout au long de notre mariage, et maintenant la vie lui refusait la sécurité et le confort auquel elle croyait avoir droit. La belle symétrie de tout cela était plus satisfaisante que n'importe quelle conversation que nous aurions pu avoir.